Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 février 2022 et je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Platon et au tout début j'en suis le chapitre 2 qu'il consacre à Socrate. Voilà, donc lis, ce- je lis ce texte, je le découvre en même temps et lorsqu'il suggère en moi des commentaires, je me permets de les faire et c'est un petit peu un prétexte à essayer de développer, de préciser la théorie que je développe sur la mécanique universelle.net, le site, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, c'est une philosophie téléologique qui parle de l'évolution humaine et de où nous allons. Voilà, donc je commence à lire. Euh, il fut condamné à boire la ciguë. C'était Socrate, bien sûr. Ses amis vinrent le trouver dans sa prison et lui proposèrent une évasion facile. Ils avaient acheté tous ceux qui le séparaient de la liberté. Socrate refusa. Il avait alors 70 ans. C'était en 399 avant Jésus-Christ. Peut-être pensa-t-il qu'il était temps pour lui de mourir et qu'il ne pourrait jamais trouver mort si utile. Courage, dit-il à ses amis éplorés. Dites-vous que vous n'enterrez que mon corps. Sur ces mots, dit Platon dans l'un des plus beaux textes de la littérature mondiale, il se leva et passa dans une chambre pour se baigner. Criton le suivit, et Socrate nous pria de l'attendre. Nous attendîmes donc, tantôt en nous entretenant de ce qu'il venait de dire et en y reportant notre pensée, tantôt en songeant au grand malheur qui allait nous frapper, bien persuadés que nous allions être privés, comme d'un père, et que nous passerions orphelins le reste de notre vie. Déjà le coucher de soleil était proche, car Socrate resta longtemps dans la chambre. En sortant du bain, il vint s'asseoir et n'eut plus avec nous qu'un court entretien. Le serviteur des 11 entra aussitôt et, s'approchant de lui, Socrate, dit-il, je ne t'infligerai pas à toi le même blâme qu'aux autres. De ceux qu'ils s'irritent contre moi et me maudissent dès que je leur annonce, par ordre des magistrats, qu'il faut boire le poison. Toi que j'ai connu, surtout en cette circonstance, comme le plus généreux, le plus doux et le meilleur de ceux qui sont jamais venus ici, je sais bien qu'en cet instant même tu ne te fâcheras pas contre moi, mais contre les vrais coupables, et tu les connais. Maintenant donc, tu sais ce que je suis venu t'annoncer. Adieu, et tâche de supporter avec résignation l'inévitable. Et en même temps, fondant en larmes, il se détourna et sortit. Socrate, levant les yeux vers lui, à toi aussi, dit-il, adieu, et nous ferons ce que tu dis. Et, s'adressant à nous, quel homme charmant. Pendant tout le temps que j'ai été en prison, il venait me voir et parfois converser avec moi. C'était le meilleur des hommes. Et maintenant, voyez comme il me pleure. Eh bien, Criton, obéissons-lui donc, et qu'on apporte le poison, s'il est broyé, sinon que le geôlier le broie. Mais Socrate, il me semble, dit Criton, que le soleil est encore sur les collines, et je sais d'ailleurs que d'autres ne boivent le poison que très tard, après qu'ils en ont reçu l'ordre, après avoir bien mangé et bien bu, et certains après avoir eu commerce avec ceux qu'ils désirent d'amour. Eh bien, ne te presse pas, cela t'est encore permis. Alors Socrate, ce n'est pas sans raison, crie-t-on, que ceux dont tu parles agissent ainsi, car ils croient y gagner, et moi aussi, j'ai mes raisons d'agir comme je le ferai. C'est que je ne crois rien gagner à boire un peu plus tard le poison, sinon de m'exposer à ma propre risée, en m'attachant à la vie et en épargnant ce qui en moi n'est plus que néant.
Va, obéis-moi, et ne fais pas autrement. À ces mots, Criton fit signe à l'esclave qui se tenait tout près, et l'esclave sortit, et après un long temps revint avec celui qui devait donner le poison, et qui le portait tout broyé dans une coupe. En voyant le geôlier, eh bien mon ami, lui dit Socrate, tu as l'expérience de ces choses, que faut-il faire? Rien autre que faire le tour de la cellule lorsque tu auras bu, jusqu'à ce que tu éprouves une lourdeur dans les jambes. Puis tu te coucheras. Le poison agira ainsi de lui-même. Et en même temps, il tendit la coupe à Socrate. Socrate la prit, et de quelle grâce échecrate et de quelle grâce échecrate, sans aucun tremblement, sans la moindre altération des traits et du teint, mais fixant l'homme en dessous de son regard de taureau. Que penses-tu, dit-il, de cette coupe pour une libation à l'honneur d'un dieu? Est-ce permis ou non? Nous ne broyons, Socrate, que juste ce que nous croyons être la mesure du breuvage. Je comprends, dit-il. Cependant, l'on peut et l'on doit, je pense, prier du moins les dieux que la migration de ce monde à l'autre soit fortunée. Puisse-t-elle être ainsi pour moi? C'est l'objet de ma prière. Et à ces mots, portant la coupe à ses lèvres, il but tout le breuvage de bonne et joyeuse humeur. Et la plupart d'entre nous avaient pu, pour un temps, contenir leurs larmes, mais dès que nous le vîmes boire et finir le breuvage, nous ne pouvions plus nous réprimer. Malgré moi, et en dépit de sa présence, mes larmes coulaient à flots, si bien que je me couvris la face et pleurai sur moi-même. Car ce n'est pas sur lui, c'est sur mon malheur que je pleurais, en pensant qu'à l'ami j'allais perdre. Et c'est là où on voit, mon petit commentaire, ce qui ne bouge pas tellement dans cette évolution de l'humanité, l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre quand Socrate, en voyant Socrate boire la coupe de ciguë, que c'était définitif, qu'il n'y a pas de machine arrière, qu'il n'y a pas de retour en arrière, que c'est la mort qui est là présente. Tout cela était dans l'esprit de Platon et sans doute de ses amis tout autour. Donc l'empathie était présente et le peuple grec était sans doute un peuple très sensible au fond. Ce qui peut changer, ce qui doit changer dans l'évolution de l'humanité, c'est le nombre de plus en plus grand, vaste de cette humanité à naître et à être éduquée dans l'empathie, à apprendre l'empathie, à avoir de l'empathie, à être des dirigeants avec de l'empathie, etc., etc., pour que nous avancions de mieux en mieux vers ce moment où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, où l'homme ne s'affirmera pas plus au détriment d'autrui. Ce moment est lointain dans notre évolution encore, sans doute. 1 siècle, 2 siècles, 10 siècles, je ne sais pas. Mais nous allons vers ce moment-là. Nous allons vers cette perfection, vers cette unité, vers le moment où l'ensemble des nations, des pays aujourd'hui en guerre, aujourd'hui qui se détestent, qui se haïssent, qui se maltraitent mutuellement, les communautés, des communautés ensemble, les communautés plus grandes maltraitent les petites communautés, les communautés qui ne peuvent pas se défendre, etc. Ils vident leur colère, ils expulsent leur mauvaise humeur, leurs épines dans le pied, parce qu'en fait il s'agit de ça. C'est même pas la haine, je pense pas que ça soit quelque chose d'intime. C'est une souffrance, ça vient de la souffrance, ça vient
d'une mauvaise image qu'on a de soi, etc. C'est pour ça qu'un groupe peut en maltraiter un autre. Voilà, je reprends. Avant moi encore, crie-t-on, avant moi encore, crie-t-on, ne pouvant plus retenir ses larmes, s'était levé et était sorti. Et à ce moment, Apollodore, qui n'avait cessé de pleurer auparavant, éclata d'un grand cri, et à tous ceux qui étaient présents, excepté Socrate lui-même, l'emportement de sa douleur fendit l'âme. Mais lui, quel cri étrange, mes amis! Si j'ai renvoyé les femmes, c'est surtout pour éviter ces fausses notes, car j'ai entendu dire qu'il faut mourir dans un religieux silence. Soyez calmes et résignés. Ces paroles nous firent rougir et nous retînmes nos pleurs. Cependant, Socrate avait fait le tour de sa cellule et comme il sentait, nous disait-il, ses jambes s'appesantir, il se coucha sur le dos, telle était la prescription du geôlier, et alors l'homme qui lui avait donné le poison le saisit, et après un intervalle de temps, il lui examina les pieds et les jambes, puis il lui pressa fortement le pied et lui demanda s'il sentait. Il dit que non. Après quoi, l'homme lui serra les jambes à leur tour, et remontant graduellement, il nous montra qu'il se refroidissait, et se refroidissait, et se roidissait. Et Socrate, touchant lui-même, lorsque, dit-il, le mal aura gagné le cœur, il s'en ira. Déjà le froid commençait à monter autour du bas-ventre. Alors Socrate, se découvrant le visage, car il était voilé, dit, et ce furent ses dernières paroles, « Criton, nous devons un coq à Esculape. Ne négligez pas d'acquitter la dette. » Cela sera fait, dit Criton. Mais vois si tu n'as pas autre chose à dire. À cette question, il ne fit plus de réponse. Mais un instant après, il fit un mouvement, et le serviteur le découvrit tout à fait, et lui avait les regards fixes. À cette vue, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Telle fut, Échécrate, la fin de notre ami, de l'homme, on peut bien le dire, le meilleur de ceux d'alors que nous ayons connus à l'épreuve, et en outre le plus sage et le plus juste. Voilà la fin du chapitre 2 de ce livre magistral écrit par ce bon vulgarisateur de la philosophie, cet homme qui met à la portée des gens médiocres comme moi, simples, qui n'ont pas fait d'études, la capacité de pouvoir comprendre des pensées compliquées. Celle de Platon l'est sans doute moins que celle de Kant ou celle de Hegel, mais voilà, ces hommes-là, comme ces êtres humains comme ça, quand je dis homme, c'est en tant que genre, c'est autant des femmes que des hommes, bien sûr, qui mettent à la portée de leurs frères humains la philosophie, Will Durand et bien d'autres, des milliers et des milliers de ces professeurs de philosophie, de ces philosophes simples, humbles, et qui consacrent toute leur vie à une tâche comme celle-ci. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait, Will Durand et sa compagne. Ils ont fait aussi toute une série d'œuvres que j'ai commandées, mais que je ne reçois pas d'ailleurs, sur Internet, sur l'histoire de la civilisation. Pour revenir à Socrate, c'est pas pour rien que c'est l'emblème des philosophes, qu'il est le modèle des philosophes. Et quelques philosophes actuels, et peut-être à travers les âges, mais je pense que c'est un peu récent,
en critique la morale, etc. Et lui préfère les sophistes, bien souvent parce que ce sont des sophistes eux-mêmes en fait, et que ça leur permet de justifier leur, leur sophisme. Et en fait, ils sont mal à l'aise avec toutes les critiques de, de Socrate via Platon qui sont faits à leur façon de se conduire, de vivre, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème, par exemple aussi, des dominants occidentaux, qui ne supportent pas qu'on leur fasse la morale, en fait. Qu'on leur montre leur mauvaise conduite, leur perversion, leur ruse, leur façon de ne pas tenir leurs promesses, etc., etc. Et c'est peut-être pourquoi les, le, le, le clan des dominants occidentaux, des chefs d'État occidentaux qui sont très très bien fédérés, comme on peut le dire, hein, comme un clan de voyous. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des voyous, ça veut dire que leur solidarité à toute épreuve face aux ennemis qu'ils se construisent, elle est digne d'un gang, quoi, du gang. Hein. C'est-à-dire que chacun est là pour... On ne peut pas vraiment bouger, il faut que tout le monde soit là. Et il fonctionne comme un gang, comme une meute, comme un système un peu comme ça. Et donc ils ne supportent pas quand les pays émergents, d'autres chefs d'État, africains ou russes ou chinois, ou qui ne sont pas, bien sûr, des, des, des idéaux de démocratie ou de voilà qui sont pas exempts de toute critique et qu'on doit critiquer bien entendu, mais lorsque ces dirigeants-là les critiquent l'Occident, ils en gardent une rancune mais terrible quoi. Il y a quelque chose et il y a beaucoup de rancune, je trouve, chez les dominants occidentaux. C'est quelque chose qui mériterait d'être vraiment réfléchi, d'être analysé, d'être étudié. Ce côté rancunier, quoi. Hein. Ce côté, voilà, si je reçois une humiliation, qu'est-ce qu'il y a dans le caractère de quelqu'un qui arrive en tête de liste, chef d'État, pourquoi il a ce caractère de rancune? Pourquoi il a bien souvent, cette rancune tenace? Et le fait ben, je te ferai payer ça un jour ou l'autre, quoi. Ce genre d'état d'esprit. Est-ce que ça va avec le lidorat? Est-ce que ça fait partie des qualités du bon dominant actuel? Parce que l'évolution des dominants, elle, elle suit l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que les dominants autocratiques dans le clan, dans la tribu, quand Freud parle, voilà, le totem, le père, le dominant qu'on ne peut pas critiquer, bouger, qu'on est obligé de tuer, et après on garde ce totem face à soi, euh, voilà, dans l'avenir. Ces dominants-là ont évolué tout au cours des temps pour devenir de plus en plus sensibles. Alors, évidemment, il y a eu
il y avait les rois avaient un type de caractère, etc. Puis après les, 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 les empereurs avaient un autre type de caractère, etc. Les dictateurs, c'est ceux qui étaient un peu les précédents, parce que au début du 20e, enfin voilà, dans la première partie du 20e siècle, être un dictateur, c'était même pas un mot, je pense, c'était pas un mot, c'était pas une insulte, quoi. Voilà, c'était presque une façon de gouverner tout à fait honorable, je pense, dans l'état d'esprit des gens. Et il a fallu qu'ils aillent à leur comble de la cruauté et de la destruction pour que ça devienne ce qu'on haït, quoi, hein, le plus souvent. Et je pense que les dictateurs pervers narcissiques sont les enfants adoucis des dictateurs psychopathes qui étaient précédemment à l'œuvre au XXe siècle et qui sont encore à l'œuvre dans certains pays. Mais même dans les pays, je pense, qu'on dit dictatoriaux, comme la Russie et la Chine, euh, je pense que les dictatures se sont aussi adoucies. Et dans les démocraties, les hommes politiques sont finalement de plus en plus sensibles, de plus en plus empathiques, même si on voudrait qu'ils le soient plus, qu'ils soient plus voilà, conscients plus à l'écoute des souffrances humaines. Mais on évolue vers cela. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et le chapitre 3 qui vient, c'est la préparation de Platon. Je commence quelques lignes. La rencontre de Socrate avait marqué un tournant dans la vie de Platon. Il avait été élevé dans le bien-être, peut-être dans l'opulence. C'était un beau et vigoureux jeune homme. Ses larges épaules lui valurent, dit-on, le surnom de Platon. Ah, c'était un surnom alors. Il s'était distingué comme soldat et avait par 2 fois remporté des prix aux Jeux isthmiques. Alors, je pense que c'est pas les jeux des allergies. euh, non, voilà, c'était les Jeux isthmiques. Et c'est un peu absurde cette blague qui se voulait drôle. Voilà. Bon, en tout cas, je suis un peu fatigué. C'est très très tard. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à coordonner bien mes pensées. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci.